Guillaume et Bertrand, ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, on va vous parler effectivement de ces trois packages qui marchent un peu ensemble. Donc, il y a un balai, un chat et peut-être de la fourrure sur l'image qui explique le petit logo que vous voyez en haut et que vous retrouverez. Alors, il faut que je puisse changer les diapos, ça serait bien. Ah, voilà. Donc, je vais commencer par parler de Broom. Ensuite, Guillaume vous parlera de peur et de feur, et puis je reprendrai la main à la fin pour montrer comment on les met ensemble. Alors, du coup, l'idée de ces packages, c'est de faciliter l'estimation de modèles statistiques et surtout la récupération des sorties dans le tidyverse, quoi. C'est vraiment des packages qui font partie d'un ensemble de packages qu'on appelle les tidy models. Donc, qui facilite l'application de modèles statistiques à des tableaux de données. Donc, Broom, lui, c'est un package qui facilite l'extraction de résultats issus de commandes d'ajustement de modèles statistiques. Donc, type LM, GLM, il y en a d'autres, NLLS, je crois. Il y a plusieurs types de fonctions comme ça qui permettent d'ajuster des modèles statistiques. Et en fait, Broom, ça va servir à nettoyer un peu les sorties. Et il y a trois fonctions essentiellement dans ce package, c'est pas un gros package. Il y a la fonction tidy qui, comme son nom l'indique, va nettoyer les sorties qui correspondent aux estimations d'effets pour les rendre disponibles sous la forme de tableaux et en fait de tables, quoi, de tableaux dplyr. Glance qui va, donc on verra un peu après, qui va prendre une autre partie des résultats qu'on a typiquement dans les commandes summary. Et Augment, qui va plutôt être là pour la partie prédiction, pour récupérer les... on va voir après un peu comment ça marche. Et donc, l'idée, c'est d'illustrer ce package sur un cas pratique. Et puis, les autres, après, Broom et Peur et Feur aussi. Donc, il faut partir d'un cas pratique. Donc, j'ai pris des données sur lesquelles je travaille, donc parce que voilà, c'est plus simple quand c'est des données qu'on connaît. Je vais vous les présenter quand même vite fait. Donc les données d'exemple, c'est des comptages d'événements qu'on appelle des crossovers. On sait qu'il ne faut pas de la biologie, ça n'a pas vraiment d'importance ici, dans des intervalles génomiques. Donc dans des petits morceaux de génome, on compte des événements. Et ce qu'on veut, c'est modéliser la fréquence de ces comptages en fonction des intervalles. Donc les données, elles ressemblent à ça. Donc c'est le bout de tableau. Où on a chaque ligne, ça correspond à un comptage dans un contexte particulier. Ce contexte étant défini par une population, un parent qui a un numéro cabalistique, un sexe. Ça, c'est ce qui va définir l'intervalle. Donc, c'est trois variables. On peut considérer que c'est une seule, c'est l'intervalle. Et puis, le comptage. Vous voyez qu'il y a des 0 et il y a des 1, là. Et ça, je vais en parler un peu plus loin, c'est un peu spécifique de ce qu'on appelle dans la régression de Poisson, c'est l'intensité de l'effort qu'on a mis pour compter, en fait. Plus on a fait d'expérience, si on veut, pour essayer de trouver des comptages, plus ce chiffre est gros. Et donc, c'est quelque chose qu'on veut prendre en compte dans la modélisation. OK. Donc, ce qu'on veut, c'est modéliser ce nombre-là qui s'appelle NCO pour chaque intervalle. Et puis, on veut voir si ce taux d'apparition, là, il dépend de la population et du sexe. Voilà. Donc, normalement, à peu près tout ce qu'on va voir, les commandes sont en théorie, utiliser le tidyverse. Je pense pas, sauf à un moment où on compare à des fonctions standards. Donc, normalement, tout doit être écrit en tidyverse. OK, donc comment on va modéliser ces données? Donc juste pour que vous ne soyez pas perdus après, on va citer un modèle linéaire où on écrit, donc c'est un modèle linéaire généralisé, on écrit que nos comptages, c'est un effet du sexe. Là, j'ai mis le chromosome. Oui, le chromosome, là, ça devrait être l'intervalle. Enfin, ouais. L'interaction, c'est quoi ça? Bon, c'est pas la bonne fonction, ça commence bien. Bref, ça doit être la population et l'interaction entre les deux. Et on utilise la loi de Poisson comme famille, donc c'est une régression de Poisson. Et donc ce qu'on veut faire avec Broom, on veut ajuster ce modèle-là, enfin en fait le modèle correctement écrit, pour chaque intervalle du jeu de données, donc qui correspond à Chrome, V-start, V-stop, récupérer les estimations des effets, prédire une valeur standardisée de nos observations là, pour un coverage standard,
et tout ça sous une forme propre. Donc, c'est ce que Broom va nous permettre de faire. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, là, la commande classique, ben, on va estimer ce modèle-là sur un seul intervalle. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on extrait un seul intervalle, qui est celui qui commence à la position 5 millions, et on va garder que les valeurs pour lesquelles un coverage est positif, mais bon, ça, c'est pas très important. Et donc, sur cet intervalle-là, on va estimer ce modèle qui, ici, est correctement écrit. On a l'effet sexe, l'effet population et l'interaction entre les deux. OK. Et donc, ce qu'on fait classiquement, c'est quand on estime ce modèle-là, après, on fait un summary et on récupère ce joli sortie en console. Sauf que, bah, en fait, des fois, derrière, on veut en faire autre chose de ces sorties. On veut les imprimer, voilà, on aurait besoin d'avoir accédé aux chiffres à l'intérieur de ce tableau. Et bah, ce que Broom va faire, c'est qu'il va faciliter l'extraction de ces chiffres sous la forme de tables. Donc, la commande tidy, elle va extraire la partie qui correspond aux effets ici. Okay, donc, ce petit tableau-là, où on a pour chaque effet, donc l'intercept, l'effet, ça vous devez être, enfin, j'imagine familier de cette formulation, l'effet sexe femelle, l'effet population, c'est une des deux populations, et l'interaction entre les deux populations, entre les sexes et la population. Donc ça va la sortir sous la forme d'un table. Alors, on pourrait utiliser la commande coefficient, ce qui nous donnerait la même chose. La différence, ce serait que, en fait, cette partie qui s'appelle terme ici, si on utilisait coefficient, ce serait des noms des colonnes. Donc, il faudrait faire une manip supplémentaire pour faire en sorte que ces termes ici apparaissent dans une colonne associée à une variable. Donc là, tidy le fait de manière automatique. Voilà. Et glance, c'est la commande qui, elle, va permettre de récupérer la partie qui est ici. Donc, où vous avez la déviance résiduelle, le nombre de degrés de liberté, des choses comme ça. Si vous faites un modèle linéaire classique, vous auriez le R2 ajusté, la p-valeur du test F, des choses comme ça. Donc, ça, c'est ce que Glance vous donnerait cette partie-là. Voilà. Et enfin, la fonction augment, elle permet de récupérer les valeurs prédites par le modèle. Donc, c'est-à-dire qu'elle va vous renvoyer un tableau qui fait la taille de vos observations. Donc là, on avait 2400, dans notre intervalle, on avait 2402 valeurs en ligne. Et donc, pour chaque ligne, augment, donc elle s'appelle comme ça, on l'appelle sur le modèle, donc il y a un objet GLM, et on demande la prédiction au niveau de la réponse, c'est-à-dire au niveau sur l'échelle des comptages, pas sur l'échelle en dessous. Bon. Ça, c'est spécifique au modèle linéaire généralisé. Et donc, on récupère pour chaque donnée initiale la valeur prédite, la valeur résiduelle, les résidus standardisés et le point at, je ne sais plus. Voilà, j'ai un truc. Et là, vous avez le coverage. Alors, en fait, ici, le problème, c'est que comme chaque ligne de notre tableau initial avait un coverage différent, ben, en fait, ces valeurs prédites, elles sont liées au fait que, elles intègrent le fait qu'il y ait cette valeur de coverage différente. C'est-à-dire qu'on ait fait plus ou moins d'efforts pour mesurer les comptages. Et donc, du coup, c'est pas forcément facile de comparer les valeurs prédites si on voulait juste les taux. Donc, l'idée ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que ce coverage, ce soit le même pour tout le monde. Comme ça, on pourrait comparer les valeurs prédites entre nos différentes lignes. Et donc, pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer une variable coverage qui est standardisée à la 10 puissance 8, parce qu'il se trouve que pour cette application-là, c'est un coverage standard. Et en fait, comme on a juste besoin pour prédire de la population et du sexe, au final, on n'a que 4 lignes pertinentes, puisque maintenant tout le monde a le même coverage, il n'y a plus que 4 lignes de pertinentes, qui sont ces 4-là, tout le monde a le même coverage, et là, on crée donc avec ça, on crée des nouvelles données. Avec Augment, on peut lui passer ces nouvelles données, il va ajuster le modèle il va prédire les valeurs observées par le modèle sur ces nouvelles données, et on peut aussi lui demander de donner l'écart de prédiction. Et donc, on récupère un tableau qui nous donne pour la population, la cône ici, le sexe mâle, pour le coverage, donc qui est le même pour tout le monde, la valeur prédite. Donc ça, c'est pour le taux, à quel taux arrivent ces crossovers, là, ces comptages, et l'erreur standard.
Et donc, vous l'avez pour les deux populations et les deux sexes. Et après, donc ça sous forme d'un table, qu'on peut après, par exemple, représenter sous la forme d'un graphe avec un point range, où on voit que, par exemple, ici, on n'a pas de différence de taux entre les sexes, entre les populations pour les mêmes sexes, mais qu'on a éventuellement une différence de taux entre sexes. Voilà. Donc ça, c'est quand on l'ajuste sur un seul intervalle, une seule petite partie du tableau initial. Dans le tableau initial, qui est déjà un sous-tableau d'un plus gros jeu de données, il y avait 44 intervalles différents. Okay. Donc là, on a juste regardé un. Donc après, en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir ajuster ce même modèle, exactement le même, mais à nos 44 intervalles différents. Et donc c'est là qu'en fait, Broom, qui peut paraître un peu juste finalement de l'esthétique par rapport à un summary ou à d'autres variables, c'est là que ça va devenir très puissant, c'est quand on va le combiner avec les fonctions tidyr qui permettent de faire des sous-tableaux et le package pur ou fur, ou qui va permettre de mapper des fonctions, donc que va vous présenter Guillaume maintenant, et ça va nous permettre après de faire des graphiques comme ça, comme je vous présenterai dans la fin de l'expo. Donc là, je vais passer la main à Guillaume qui va vous parler de Peur. Alors, donc, en effet, je vais vous parler de Peur. Donc, Peur, qu'est-ce que c'est? C'est un package donc, qui est inclus dans le tidyverse et qui a pour objectif d'implémenter en fait une logique de programmation fonctionnelle sur des listes. Donc, qu'est-ce que ça cache derrière? En fait, c'est de pouvoir appliquer des fonctions sur chacun des éléments de nos listes. Donc ça, c'est quelque chose qui va être fait avec toute une variante d'une fonction de base, c'est la fonction map, et on va en avoir plein de variantes possibles. Et l'objectif ici, dans l'idée de la programmation fonctionnelle, c'est de partir de données initiales et d'appliquer des séries de fonctions en gardant uniquement les données initiales et une donnée finale, sans avoir de résultat en quelque sorte intermédiaire. Donc là où c'est intéressant aussi, c'est que vu qu'on est dans le tidyverse, on a une syntaxe qui est assez bien respectée et souvent réutilisée, où on va avoir donc notre fonction map ou une variante de map avec à l'intérieur donc en premier argument les données, puis la fonction à appliquer et enfin les différents arguments. Donc, pourquoi c'est intéressant d'avoir les données au tout début? Parce qu'on va pouvoir l'utiliser avec l'autre fonction du tidyverse, le piping dans le tidyverse, qui va passer les données d'une fonction à l'autre, avec donc toujours nos données en premier. Donc, appliquer des fonctions à des listes, c'est quelque chose en soi qu'on peut déjà faire avec R, avec R de base, et avec les fonctions de la famille apply, donc notamment les fonctions lapply, vapply et mapply. Donc si on devait comparer les deux, au final, en plus, apply, et si on fait des tests, c'est un peu plus rapide, c'est du R de base, donc on n'a pas de problème de dépendance. Mais par contre, là où on va avoir un avantage à utiliser les fonctions du package pur, c'est qu'elles sont un peu plus simples. Donc, comme on l'a vu, qu'il y a une certaine consistance dans la syntaxe, puisque si on compare, par exemple, la fonction mapply, on va avoir d'abord la fonction puis les données, alors que dans sapply, ça va être l'inverse. Donc, ça peut être un peu plus complexe dès qu'on va devoir jouer avec ces différentes fonctions. Et surtout, dans les fonctions de pure, on a un typage de la sortie. Ça veut dire qu'on va pouvoir assigner un type, donc que ça soit des caractères, que ça soit des nombres entiers, ou voire une data frame, aux différentes sorties de notre package. On applique ça sur des listes, et juste pour un petit rappel, donc les listes dans R, c'est un ensemble d'éléments, et la différence avec un vecteur, c'est que ces éléments, ils peuvent être de types différents. Et c'est là où ça peut être intéressant donc d'avoir un type de sortie qui soit déjà défini. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec Apply. Donc pour revenir sur la rapidité, puisque c'est quelque chose qui est souvent assez important, surtout si on travaille avec un grand nombre de données, là si on applique une fonction assez simple, là, où je vais juste demander sur une toute petite liste de renvoyer le carré des données, on voit que les fonctions de la famille apply, c'est quasiment 2 fois plus rapide que les fonctions map. Donc, dans ce cas, pourquoi les utiliser? Si on passe sur un test, donc le modèle avec un modèle quasiment similaire à celui qu'avait présenté Bertrand, et donc beaucoup plus de données,
on va cette fois avoir un temps d'exécution qui va être au final assez similaire. Donc là, il y a une plot avec les différents temps d'exécution. Donc au final, quand on en a beaucoup des opérations assez lourdes à faire, ça devient plus intéressant, notamment pour plusieurs raisons. C'est qu'en plus de ce qu'on a cité, on va avoir des fonctions qui vont venir en plus pour travailler avec les listes. Donc si par exemple on veut travailler avec plusieurs listes, c'est possible avec différentes fonctions. Donc il y a par exemple map2 qui permet de travailler avec deux listes et pmap qui permet de travailler donc avec plist, comme son nom l'indique, où il suffit juste de fournir une liste de listes, puisque les listes elles ont un fonctionnement récursif, elles peuvent se contenir d'autres listes elles-mêmes et ainsi de suite, ça peut aller assez loin. Et à l'intérieur, on peut avoir des tableaux de données, donc c'est là où ça peut devenir intéressant. Donc on a cette possibilité pour travailler avec différentes listes, si on a des données qui viennent de plusieurs listes. Et en plus de ça, on va avoir d'autres fonctions qui vont pouvoir être intégrées dans la pipeline. Par exemple, on a les fonctions walk. Les fonctions walk, c'est des fonctions qui vont uniquement produire des effets de bord. C'est-à-dire, par exemple, et qui vont au final renvoyer en sortie le vecteur qu'on leur a envoyé en entrée. Donc, par exemple, pour printer des résultats intermédiaires ou les sauvegarder, ça peut être intéressant. Et on a en plus de ça quelque chose qui est assez classique, donc les fonctions reduce pour agréger des résultats. Donc c'est souvent fait après un map. En plus de ça, on a des filtres qui peuvent être utilisés. Donc soit pour des tests logiques, pour travailler avec nos listes, pour garder uniquement les éléments de la liste qui passent certains tests ou les enlever. Et quelque chose qui va être assez intéressant avec Map, c'est la possibilité de n'appliquer avec par exemple mapif ou modifyif, sachant que modify c'est quasiment similaire à map, avec pour différence que modify va retourner comme type de données de sortie le même type que pour les données d'entrée. Mais sinon, les deux fonctions sont très similaires. Et avec mapif, ça va être assez intéressant puisqu'on va choisir d'appliquer la fonction qu'on veut appliquer à tous les éléments de notre liste uniquement si on passe un test logique. Et on a aussi la possibilité, vu qu'on a vu qu'on pouvait imbriquer des listes dans des listes, d'appliquer cette fonction à une certaine profondeur de la liste avec par exemple mapdef. Donc il y a plein de possibilités. Et une autre possibilité qui est très intéressante, c'est la possibilité d'utiliser safely. Puisque par exemple, si vous travaillez avec une liste et qu'il y a eu un problème dans la saisie des données ou quoi que ce soit, et que vous lancez un calcul le vendredi soir et que vous vous dites avec un grand nombre de données, je vais revenir le lundi matin, ça sera beaucoup mieux. Et si au final le troisième élément vous aviez pas vu, mais il se produit une erreur, et ben si on utilise par exemple l'apply, là sur notre liste avec un caractère, il sera demander la racine carrée, ça sera impossible. Par contre, si on utilise donc la fonction safely, on crée en sorte une fonction safe, donc plus sûre, et qu'on envoie ça dans map, et au final, map, il va exécuter la fonction, mais uniquement il va la faire sur chaque élément, et s'il y a un problème, c'est pas grave, il va juste mettre qu'il n'y a pas eu de résultat qui est sorti, il va même nous donner l'erreur, et il va continuer sur les éléments suivants. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez utile. Et enfin, il y a quelque chose qui va être intéressant avec Pure, c'est qu'il y a un autre package qui a été codé et qui est une extension de Pure et qui s'appelle Fur, donc, et qui va faire le lien entre Pure et Fur et qui permet de faire du calcul parallèle, donc de paralléliser la fonction qu'on va demander d'appliquer sur chacun des éléments de notre liste. Et on peut le faire donc soit en multicœur sur la machine, soit sur un serveur distant si on y a accès. Et pour l'appliquer, ça va être quelque chose de très simple. Si on se souvient de l'exemple qu'on avait donné avant avec map, eh bien à la place de marquer map, on va juste marquer future map. Et pour pouvoir paralléliser, il faut juste planifier donc la façon dont on va paralléliser nos résultats. Et là, par exemple, avec plan multisession on lui demande donc de travailler en parallèle sur tous les cœurs qui sont disponibles de notre machine.
Et en faisant ça, donc, on va pouvoir diviser potentiellement grandement le temps de calcul, sachant qu'il faut, j'ai pas mis de gain de temps parce que ça reste très dépendant aussi de ce qu'on va demander de paralléliser sur des toutes petites fonctions qui sont très rapides, ça vaut pas forcément le coup. Mais dès qu'on est sur des plus gros modèles, ça va devenir assez intéressant. Et donc maintenant, je vais laisser Bertrand présenter un exemple avec tout ça. Voilà, donc avec ce que je vous ai montré avant. Donc comment on combine les deux du coup après en utilisant ces fonctions-là. Donc on va repartir de notre exemple. Alors la première chose qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir dire notre gros tableau là au début. Vous voyez, on a un gros tableau. Là, je suis reparti sur le tableau initial où on a tous les intervalles. Et vous voyez qu'on a 108 000 lignes là dans ce tableau. Et on va en fait en faire des sous-tableaux par intervalle. Et après, sur chacun de ces sous-tableaux, on va appliquer le modèle. OK. Donc là, par rapport à tout à l'heure, j'ai créé une nouvelle variable qui s'appelle intervalle, qui est juste une concaténation du chromosome et du début à la fin. Ça nous donne donc un caractère qui permet d'identifier l'intervalle. Donc ce qu'on fait, c'est que donc on filtre toujours notre coverage nul. Bon, ça c'est et on va alors merde, il manque un bout là. Oui, d'accord. Il manque ça marché dessus. Donc la partie qui est importante en plus, donc on a une commande de group by là qui est en dessous, qu'on voit pas, qui groupe par intervalle et qui ensuite fait appel à la commande nest. Et ça nous donne ça, c'est-à-dire qu'on a maintenant notre tableau, on n'a plus que 44 lignes, ça correspond à chacun des intervalles. Et en fait, on a une nouvelle colonne qui s'appelle data, qui contient elle des tableaux qui correspondent en fait aux sous-données pour cet intervalle ici, pour chacun des intervalles. Donc vous voyez qu'elles n'ont pas forcément toutes la même longueur, parce qu'il n'y en a pas tout à fait le même nombre de lignes par intervalle, le même nombre d'observations. Et on a, là où on avait 9 colonnes au départ, maintenant on n'en a plus que 8, puisque il reste la colonne intervalle, et on a pour chacun de ces intervalles un petit table qui est inclus en fait dans le gros tableau. Voilà. Et si on regarde ici le premier, on retrouve en fait notre tableau de départ. Bon, là, j'ai retiré ça pour que ça passe sur les trois variables ici qui ne nous intéressent pas. Mais c'est jamais que le sous-tableau qu'on avait avant. Mais qui maintenant est sous la forme d'un table, donc une sorte de liste de listes. OK. Donc ça, c'est la première étape. Et une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déclarer notre modèle. Là, donc là, c'est notre modèle linéaire généralisé. On peut le déclarer comme une fonction d'un data frame, enfin d'un tableau. Et ça va renvoyer le modèle cité sur ce data frame, notre modèle sexe, population, etc. Donc on crée cette fonction, et après, avec pure, du coup, on va, donc vous voyez là, la commande que je vous disais tout à l'heure, group by nest, donc ça je l'ai remis, donc c'est ce qu'on ne voyait pas juste avant. Et tout ça, donc ce tableau nesté, on va le passer à une fonction mutate, on va créer des nouvelles variables, et c'est là qu'on va avoir les maps. Donc là, j'ai utilisé FutureMap pour montrer que ça marche avec Fur ou avec Pure. Donc là, le fit. Donc on va stocker dans une variable fit les modèles, là. Et donc on va mapper à chacun, donc à la colonne data qui contient nos sous-tableaux. Donc c'est une liste de sous-tableaux, et on va mapper la fonction poisson régression. OK. Et donc, pareil, on peut le faire donc avec Broom. Une fois qu'on a fait ça, on peut utiliser la fonction tidy de Broom pour l'appliquer au modèle fit, et on va récupérer du coup les estimateurs des effets. Et puis on peut appliquer la commande glance, et pareil au modèle qui est fit ici, et ça on va stocker dans une variable qui s'appelle glance. Voilà. Et ça nous fait quoi? Ça nous fait un nouveau tableau. Donc on a notre tableau initial, nesté, nidifié, je ne sais pas comment on dirait en français, avec l'intervalle, les données, le fit, donc qui est le modèle, et puis vous voyez, on a des tables, donc là on a les estimateurs qui sont chacun des tables 4 par 5, et puis les glanced qui sont des tables 1 par, c'est 1 par, je ne sais pas combien il y a d'éléments là-dedans. Voilà. OK. Donc en fait, là, ce qui est pas mal, si vous voyez, c'est que tous nos résultats de tous nos modèles, finalement, on a réussi à les mettre tous dans un même tableau qu'on va ensuite pouvoir manipuler pour faire ce qu'on veut. Et tout ça en écrivant, voilà, là on a 6 lignes de code, relativement clair, je trouve. Voilà.
Alors après, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, imaginons qu'on veut tracer nos estimateurs le long. Alors il se trouve que ces intervalles, ils sont le long d'un chromosome. Alors il y a un sens. Donc ce qu'on fait, on va récupérer, par exemple, les estimates, donc les choses qui sortent de la commande tidy. On va unnest, c'est-à-dire que là, du coup, on va décompacter les tableaux. Donc on va récupérer un nouveau table où on a l'intervalle, et puis vous voyez qu'on a du coup les colonnes qui ont été décompactées, où on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure pour notre intervalle qu'on avait regardé, intercept, sexe, population et l'interaction. Donc là, vous avez le premier intervalle, un deuxième intervalle ici, et on a bien les valeurs d'estimate, donc l'estimate, l'erreur standard, la statistique et sa p-valeur. Et puis, bon, ça, après, vous en faites ce que vous voulez. Par exemple, ici, j'ai décidé de le plotter avec une commande ggplot, où j'ai ploté en panel la colonne, le type de terme, et j'ai tracé le long de la position de l'intervalle, j'ai tracé la valeur de l'estimateur, et je l'ai colorié avec le test qui correspond à la p-valeur. Voilà. Bon, c'est juste pour illustrer le fait qu'une fois qu'on a fait ça, quand on dénidifie, eh ben, on a accès à ces valeurs et on peut faire ce qu'on veut, on peut les combiner, faire des moyennes, etc. Et regarder des distributions de valeurs, ou ce que votre imagination est la limite. Donc c'est assez pratique. Alors, je voulais parler, là, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est le côté augment. Donc, comment on fait pour, dans ce contexte-là, faire augment? C'est un peu plus compliqué. Donc, la première chose qu'on fait, c'est que ça, c'est l'équivalent de recréer des sous-tableaux avec le coverage standard, là, 1 10 puissance 8, là, que je vous avais montré au début. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée... donc là, on reprend notre tableau GLM Analysis, là, qui est notre gros tableau plein de sous-tableaux. Et pour ce sous-tableau-là, on unnest les données. Finalement, on va récupérer notre tableau de données initial. Et puis, on fait l'équivalent de ce que j'avais fait tout à l'heure avec le distinct, sauf qu'on va le faire par intervalle. Et on va le renidifier ensuite par intervalle. Et les données, on va les appeler new data. Donc en fait, cette commande, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des nouvelles données pour chacun des intervalles, ce qui était un peu l'équivalent des nouvelles données que j'avais créées au début, sauf que là, il faut le faire pour chaque intervalle du tableau. Ok, bon, ça c'est finalement mettre en forme les données pour faire la prédiction. Ces données-là, et ben ensuite, on peut les join à l'analyse pour récupérer les modèles. En le relisant et en le faisant, même en l'écrivant, je me suis dit que c'était probablement des choses, on peut faire probablement plus simple encore. Et on récupère ici le modèle. Et ensuite, on va créer une nouvelle colonne prédiction où alors là, on va utiliser map2, puisqu'on a besoin pour faire la prédiction du modèle qui a été estimé, donc qui est dans notre variable fit, et des nouvelles données new data. Donc, on passe en argument nos deux listes, là, fit et new data, et on va appeler la fonction augment avec comme premier argument le point x et comme deuxième argument le point y. Donc, c'est-à-dire ça et ça, le new data. Et là, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. On veut les erreurs standards des prédictions et on veut les prédictions au niveau de la réponse. Et puis ensuite, on unnest tout ça. On unnest ça parce que ça, on va avoir récupéré un sous-tableau de prédiction par intervalle et puis on va le dénidifier pour y avoir accès. Et donc, qu'est-ce qu'on récupère en ayant fait tout ça? On récupère nos intervalles. Pour chacun de nos intervalles, donc les new data, ça, ils sont toujours nidifiés, on ne les regarde pas. Les modèles, ils sont toujours nidifiés, on ne les regarde pas. Et puis là, on a nos tableaux de prédiction avec pour chaque sexe, pour chaque population. Ça, on s'en fiche si j'ai créé une variable, mais elle n'a pas d'importance ici. On a notre coverage standard et on a les valeurs de nos valeurs prédites pour cet intervalle. Donc ici, ce qu'on prédit, c'est le taux de recombinaison et l'erreur standard. Et c'est à partir de ce tableau-là qu'on peut produire la figure que je vous avais présentée au début, avec un ggplot, où on va tracer le long du chromosome, pour chaque population, le taux de recombinaison prédit dans l'intervalle, avec les intervalles de confiance ou de crédibilité pour chacun des sexes, avec une commande ggplot qui prend sortie les erreurs, qui prend ces sorties-là comme entrée. Donc vous voyez ici comment on est parti d'un tableau de données dans lequel on a finalement intégré les modèles statistiques qu'on voulait estimer. Alors là, c'est un modèle relativement simple, on pourrait imaginer faire des modèles plus complexes, bien sûr. Puis ces modèles-là, ensuite, on va pouvoir en générer des sorties qu'on va conserver tout dans le même tableau, pour ensuite
fournir un rapport de résultats statistiques sur les données. Donc, on a tout qui reste intégré dans une même analyse et finalement dans un même tableau de données. Donc, c'est assez propre. Voilà. Donc, en conclusion, juste pour quelques récapitulages, donc Broom permet de tidifier les sorties des fonctions de modélisation, hein, LM, GLM, NLLS. Vous pouvez aller voir sur le package Broom, je ne les ai pas tous mis. Alors, par défaut, Broom ne gère pas tout ce qui est modèle mixte, donc les modèles avec des variables aléatoires, mais il y a un package qui s'appelle broom.mixte, qui est spécifique de ces modèles que vous pouvez estimer avec LME4, NLME, MCMC, GLMM, enfin, il y en a plein. Donc ça, c'est pour la partie Broom. Pure, comme vous a montré Guillaume, facilite l'application de fonctions à des listes avec tout un tas de fonctions très utiles. Quand on les couple avec dplyr ou tidyr, je ne sais jamais lequel il faut dire, on peut finalement répliquer facilement un même modèle à Donc quand on couple peur avec cette fonction nest, on peut facilement appliquer un même modèle à des sous-tableaux dans un tableau de données. Fur va faciliter la parallélisation. Il faut quand même faire gaffe. Par exemple, moi, quand je l'ai fait là, dans l'exemple que je vous ai donné, j'ai utilisé le Fur, mais en fait, c'est plus lent que Peur. Parce qu'il y a un coût initial, je pense, à la création des sessions R en parallèle. Donc, c'est pas. Et puis que les données ne sont pas si grosses que ça. Donc, ce coût initial, si les données ne sont pas très grosses, on ne rentre pas dans notre investissement. Mais si on a des très gros tableaux, par contre, il y a un petit coût au départ, mais après, ça va plus vite. Ou même des longs calculs. Ou même si chaque modèle est très long, là, on va gagner. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Voilà. Ce qui est sympa avec tout ce package, c'est qu'on reste dans le tidyverse, donc on a une syntaxe qui est concise et explicite. Et donc, comme tout le monde le sait, explicit is better than implicit and simple is better than complex. Je vous laisse finir le mantra. Peut-être certains reconnaîtront. Donc, c'est des packages très intéressants pour l'analyse statistique en grande dimension. Et voilà, j'espère que vous aurez appris des choses. Et puis, si vous avez des questions, on peut essayer d'y répondre, ou en tout cas, on peut discuter tous ensemble. Très bien, merci Bertrand, merci Guillaume. Si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement ouvrir votre micro et poser la question. Et puis sinon, l'écrire dans le chat. Il y a Léo Gagliardi qui a une question dans le chat. Est-ce que Fur et Pure ont des soucis de compatibilité avec les modèles mixtes également? Avec les modèles mixtes. C'est parce que tu avais Broom mixte pour les modèles mixtes. Mais oui, Fur et Pure, je pense qu'ils s'en fichent complètement. Non, moi j'ai utilisé des modèles mixtes et il n'y a aucun problème. Une fois qu'on a récupéré notre résumé avec Broom, on peut facilement le récupérer avec Pure. De toute façon, Pure, c'est pas fait que pour les modèles. Hein. On peut l'utiliser sur tout ce qu'une liste peut contenir. Ça applique juste une fonction sur un contenu de liste. Ouais, en fait, Pure, quand on va appliquer par exemple un modèle LME4 ou une fonction LMER, cette fonction, elle renvoie un objet qui est un modèle. Donc, là où on a besoin de Broom.mix, c'est que cet objet modèle, quand on va faire un summary dessus, en fait, on peut vouloir faire plusieurs choses. On peut vouloir récupérer les prédictions des effets aléatoires ou les composantes de variance, etc. C'est un peu plus compliqué les données qu'on peut extraire d'un modèle mixte que d'un modèle linéaire. Donc, Broom a besoin d'un Broom.mixte pour extraire des informations d'un objet modèle linéaire mixte, mais Peur, en fait, c'est juste un objet qui est issu d'une fonction, donc il s'en fiche, quoi. Et Fur, c'est pareil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'aurais une question, c'est Yann. Quand on a des facteurs, est-ce qu'il y a moyen de… En fait, ça donne un effet par facteur si on fait un modèle linéaire. Et pour avoir la p-value de l'effet facteur, on fait ANOVA du LM. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça facilement avec Broom? Avec Broom, mais je pense que dans ce cas-là, il vaut mieux que tu spécifies ton modèle en ANOVA. C'est plus utiliser LM, tu peux utiliser ANOVA, et dans ce cas-là, tu vas récupérer le facteur, je pense. Et un peu pareil pour les tests post-hoc, pour comparer du coup les effets entre eux quand on a des facteurs. Par exemple, traitement A avec le traitement B, des trucs comme ça. Ah oui. Est-ce que ça, tu peux récupérer avec Broom? Avec Broom, je ne sais pas. Pas sûr, ouais. Ouais.
Après, si on sait où c'est, en soi, Broom, ça simplifie la sortie du modèle, mais si on sait où c'est dans l'objet du modèle, de la sortie du modèle, on peut aller les récupérer. Oui, ça, tu peux toujours récupérer à la main. C'est Oui. vrai que Moi, Bloom, c'est ça que c'est je l'avantage fais. de sortir un table, quoi. Mm. Ouais, ouais, je sais pas. Bonne question. Bonjour à tous, Christopher. Moi, c'est plutôt la question, il y a moyen de faire de l'AIC sur les sorties pour voir c'est quoi les meilleurs modèles, un peu comme on a l'habitude de le faire. Ouais, ben alors ça, par contre, tu vois, comme donc quand tu fais le peur là, Ouais. donc dans ton tableau, attends, je vais remontrer en fait, attends, parce que comme vous êtes là pour que on vous voit, je vais remonter. Oui, ben là, tu vois. En fait, tu stockes le modèle dans une variable qui s'appelle fit là. Ouais, ok. Donc après, rien ne t'empêche derrière de faire tu crées une nouvelle variable avec mutate comme on a fait ici. Ouais. Et où tu vas appeler la fonction AIC sur ton fit. Et ça va te renvoyer l'AIC du modèle. D'accord. Et je me demande même si Glance, Et peut-être que Glance, l'AIC, oui. Par contre, si tu veux, genre, peut-être que Glance, tu as l'AIC dans les sorties de Glance. de souvenir, il le fait. Ouais. Par contre, si tu veux le BIC, il va falloir l'appeler explicitement. Je sais pas. Oui, c'est Enfin, possible. mais ouais. Ok. Ouais, cool. Soit tu l'as dans le Glance, soit tu peux juste appeler AIC, ta fonction AIC sur ton modèle. Tu vois, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, comme ton modèle, c'est finalement, je sais jamais qu'une valeur dans ton tableau. Alors, c'est une valeur bizarre, parce qu'en fait, c'est une liste, quoi. Ouais. Mais toutes les fonctions que tu peux appeler dessus te renvoient. Tu pourrais faire ANOVA là pour répondre à Yann, mais je sais pas si du coup ça te sortirait Ansible, quoi. C'est pas dit que. Ouais. Bon, en tout cas, c'est super chouette. Merci Bertrand pour l'explication. Ça ouvre pas mal de possibilités. Et du coup, toute cette phase exploratoire de c'est quoi les meilleurs modèles, d'explorer les données, peut être relativement simplifié, quoi. Et après, il y a une couche d'abstraction, enfin, en tout cas, en tant que nouvel utilisateur, à comprendre et à bien voir cette dynamique en tête plutôt qu'un quelque chose de très linéaire, comme on faisait avec dans le base R. Mm. Merci en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai mis dans le chat, on avait déjà eu une présentation pure, c'était moi qui l'avais faite, mais pas du tout dans un contexte de modèle statistique, c'était pour scraper des API REST. Ah oui, Et d'accord. donc j'ai mis le lien dans le chat. Ouais, ok. Mais c'est exactement le même principe, sauf que la fonction, au lieu de fitter un modèle, eh ben, elle va interroger une API. D'accord. Et donc tu pouvais paralléliser et te faciliter un peu la vie pour interroger des API. Et te faire bannir de site web. Non, parce que tu mets un petit slip de quelques secondes entre chaque requête. Mais oui. Et il y avait cette histoire d'attraper les erreurs là. C'est vachement utile quand on fait du web, histoire que tout ton job soit pas mort juste parce qu'il y a eu une seule erreur. Ouais, avec Safely, ouais. Et ça, Safely, tu peux l'utiliser sur n'importe quelle fonction. En fait. Après, c'est fait pour fonctionner avec Map, mais oui, en toute logique, ça Non, mais je veux englobe. dire, tu vois, par exemple, mon poisson régression pour avoir un problème, ou si par exemple, si tu as un tableau de données où tu peux pas estimer un effet, oui, tu peux Safely, faire il est Safely sympa. de cette fonction-là et ça. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que là, je l'ai pas montré, mais il va stocker. En gros, il va sortir une liste donc des résultats qu'on devrait avoir avec Map, et dans cette liste, on va avoir deux objets. Pour chacun on va avoir une liste à nouveau donc qui contient deux objets, donc le résultat qu'on aurait dû avoir, et si jamais il y a eu une erreur, il va donner la sortie de l'erreur pour aller voir où est le problème, où le problème était. Et du coup, Safely, il est pénible parce qu'il te donne ces deux objets tout le temps, result et error. Et tu as Possibly qui te donne que result, mais du coup, les erreurs sont silencieuses. Donc, c'est un peu dangereux. Ouais, mais là, on voit que si tu fais Safely et que tu fais un unnest, ça risque de poser des problèmes parce qu'il va pas réussir à. C'est ça. Bah, tu fais Possibly et tu as message égale true, où là, l'erreur est convertie en message dans la console. D'accord. Mais bon, si tu regardes pas la console, c'est quand même dangereux, quoi. Tu peux louper des erreurs. Ouais. Mais après, ça te facilite la vie vu que tu n'as plus ces deux objets, result et error, tu as juste le résultat.
D'accord. Et c'est facile avec Peur justement d'aller extraire uniquement la colonne résultat, enfin l'élément résultat aussi, de toutes ouais. les listes. Ouais. Eh bien, très bien. Je pense qu'on essaiera d'organiser une prochaine rencontre de Air Toulouse avant l'été.